Hello tout le monde, c'est déjà le deuxième numéro d'ACFF Actu et tout de suite le sommaire. Alors bonjour à tous, cette semaine on va parler tout d'abord du Foot for Girls, une activité qui réunit plus de 400 jeunes filles chaque semaine. Et puis on recevra également Xavier Donnet pour nous parler de ce sujet, l'entraîneur des Red Flames U19. On ira aussi rendre visite au bénévole du jour, Philippe, qui est responsable de l'infrastructure de son club. Et puis on parlera aussi de la question qui fait débat, le contrôle du Covid Safe Ticket, sans oublier le Felice Time. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, mieux que les conditions météo, et qu'on va aussi pouvoir jouer au foot ce week-end. Restez bien attentifs à toutes les informations. Nous, on commence tout de suite avec le Felice Time. Alors, votre joueur de foot, votre joueur vedette n'est pas présent à l'entraînement cette semaine, mais il est disponible pour le match. Que faire? Felice Mazou vous répond. Alors mon meilleur joueur n'est pas venu à l'entraînement, il a eu des ennuis gastriques. Le dimanche, il est tout à fait prêt. Il joue ou pas? Tout le monde est là. Alors, je dirais que ça dépend du moment dans la saison dans lequel cette situation arrive. Moi, je dirais que si c'est le dernier match de la saison, un match décisif pour le titre ou pour la descente ou pour une accession au tour final, par exemple, je pense qu'avec une grosse discussion envers le groupe, ça peut passer. Maintenant, si c'est en cours de saison, je ne sais pas, on est au tiers du championnat ou à la moitié du championnat, l'aspect prioritaire, c'est privilégier la gestion du groupe et la gestion des joueurs qui sont en concurrence. Et à partir de là, je ne le fais pas jouer, non, parce que la saison est longue. Et le fait de ne pas faire jouer son meilleur joueur, entre guillemets, à ce moment-là, et permettre à son concurrent d'avoir du temps de jeu, ça peut amener à une projection positive pour la longueur de la saison. Maintenant, si c'est un match hyper décisif en fin de saison, je pense que la réflexion doit être différente. La semaine passée, c'est Jacqueline qui était notre bénévole du jour. Cette semaine, c'est Philippe. Il est responsable de l'infrastructure au CS Pays Vert. Patrice Sinzen est allé à sa rencontre. Comme ça que les supporters cassent tout? Non, c'est du temps du RGA, oui. On a eu 2-3 clubs qui sont cassés, mais ici, c'est la première année qu'ils ont cassé les panneaux. Le temps du RGA, c'est moi qui traçais les terrains, les premiers et des jeunes. Et quand il y a eu la fusion avec Ostich et Hart, parce que Hart avait fait faillite, j'ai arrêté pendant 1 an et après je suis revenu à Ostich redonner un coup de main, presque tous les jours. Le plus dur, c'est quand on voit qu'on laisse toujours traîner les papiers, les bouteilles. Il faut toujours repasser devant tout le monde. Et le problème, il est là. Ils n'ont pas de respect envers les personnes bénévoles. Voilà. Le contrôle du Covid Safe Ticket dans les clubs, c'est vraiment quelque chose de difficile. D'ailleurs, c'est même plus tenable. C'est une question qui fait débat cette semaine. Il y a des joueurs comme Terry qui pensent même à arrêter le football l'année prochaine. Je pourrais continuer jusqu'à mi-février parce que pour l'instant, j'ai le Covid Safe Ticket pour cause de guérison du Covid, parce que je l'ai contacté au mois d'août. Maintenant, si cela continue par après, oui, je devrais arrêter parce que je ne suis pas vacciné. Et je n'ai pas l'intention de le faire actuellement, donc ça poserait souci. Donc je serais dans l'obligation d'arrêter. Dans mes coéquipiers, il y en a quand même quelques-uns qui ne le sont pas non plus. Et en discutant un peu avec eux, ils ne souhaitent pas non plus le faire, en tout cas dans les jours, les semaines qui arrivent. Peut-être que leur avis changera en fonction de cette décision. Mais voilà, je n'aurais pas ce sentiment de culpabilité de les abandonner parce que voilà, je n'ai pas l'envie Déjà, de base, je veux dire, en temps général, je n'ai pas envie de faire ce vaccin. Donc, je ne vais pas le faire par peur de ne plus pouvoir jouer au foot. Voilà, le foot, c'est secondaire maintenant dans ma vie. Pourtant, quand on essaye un petit peu de s'y intéresser, un petit peu de tirer son épingle du jeu, on peut y arriver, comme Raphaël de l'US Givry, qui nous donne quelques conseils pour réussir à s'en sortir. Nous, on a des joueurs également qui sont soit en cours de vaccination,
ou qui ne sont pas vaccinés du tout. Et là, ils ont demandé, vu leur statut, mais vous êtes tous amateurs, donc il n'y a que ceux sous contrat où on permettrait de ne pas présenter le Covid Safety Kit. Mais c'est des discussions qu'on peut avoir et qui peuvent durer longtemps, hein, je pense, à ce niveau-là. Les joueurs, je ne pense pas qu'on les perdra à cause de ça. Sauf si vraiment ça vient, comme vous dites, une obligation et alors on va à l'encontre de certains principes. Alors, je pense que c'est un gros point d'interrogation qui circule en fait à ce niveau-là. Hein. De dire au niveau amateur, on oblige certaines choses en fait. La meilleure des solutions, ce serait peut-être même de suspendre la compétition jusqu'au 15 janvier, hein, en fait. Deuxième difficulté pour les clubs, c'est évidemment la mise en place du contrôle du Covid Safety Kit. Comment ça se passe chez vous? Ici, il y avait un contrôle à l'entrée et le responsable m'a dit que ça s'était passé correctement et que les gens étaient assez compréhensifs et qu'ils comprennent la demande, en fait. Hein. Il y a personne qui a été dire moi, je rentre quand même si je ne l'ai pas. Alors on le sait, le Covid, c'est vraiment difficile de vivre avec, mais c'est vraiment important de porter son masque dans les installations du club. Et puis, petite info, pour le moment, on ne parle pas d'interruption des compétitions dans les prochaines semaines. Alors, il y a encore quelques petits rappels à vous donner, notamment dans les buvettes. Alors, c'est simple, les buvettes, c'est comme dans l'Oreca, on ferme à 23 h. Le masque est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans. Et il y a aussi un contrôle du CST obligatoire dès 16 ans s'il y a plus de 100 personnes dans les installations du club. Un contrôle qui ne s'appliquera pas aux bénévoles et aux personnes qui organisent les matchs de foot. Mais ces personnes doivent respecter les distances et bien porter le masque. Allez, maintenant on va parler foot et puis football féminin, parce que vous savez, le foot féminin est en plein boom depuis des années. On l'a d'ailleurs vu cette semaine, hein, les Red Flames ont attiré plus de 80 000 personnes sur Tipeee ce mardi avec leur belle victoire 4-0 face à la Pologne, alors qu'en face il y avait quand même la Coupe de Belgique avec Serein Anderlecht. Et donc c'est un phénomène, et ce phénomène on va en parler grâce à un super projet qui est le Foot for Girls, des filles de 6 à 10 ans qui peuvent s'entraîner gratuitement chaque semaine. Je vous laisse découvrir ce super reportage de Jamison Lins. L'objectif, c'est la gratuité déjà des séances et c'est d'attirer un maximum de jeunes filles pour éventuellement par après pouvoir les réintégrer dans nos équipes de jeunes et toucher un maximum de public, quoi. C'est vrai qu'elles arrivent ici, les premières séances, on voit que c'est du tâtonnement, mais à force de venir tous les lundis, il y a quand même une amélioration. Donc c'est vrai que voilà, au départ, il n'y a pas un objectif, à part, je pense, c'est venir avec ses copines, savoir qu'on va rigoler pendant 1h15, enfin on va rigoler, on va s'amuser et puis sortir avec une satisfaction personnelle, quoi. Donc, voilà. On a fait des exercices pour s'entraîner pour les matchs plus tard. C'était trop bien, moi j'aime bien les exercices comme ça. Surtout les 1 contre 1, c'est trop bien. Et parce que j'adore le foot et je trouve que c'est génial avec M. Benoît qui nous explique bien les choses. On a fait des parcours, on a fait des 1 contre 1, on a fait des matchs 3 contre 3, il y en a une qui reste au but. Et à un moment, quand c'est la fin, on fait des matchs. Faire les 1 contre 1 et faire les exercices. Justement, je viens d'avoir des parents qui sont occupés de dire on commence à voir l'amélioration, le progrès. Donc c'est vrai qu'en tant que formateur, on voit peut-être pas tout le temps rapidement les progrès, mais c'est vrai que c'est un groupe assez dynamique avec pas mal de différences d'âge. Mais elles sont très, très motivées et je vais dire que l'évolution est bien présente, l'évolution individuelle et collective. Ouais. Je pense que c'est primordial. Hein. On a de plus en plus parlé du football féminin, mais c'est vrai que si on ne s'attaque pas à la base et au recrutement, à un moment donné, les clubs ne vont pas pouvoir recruter. Et la CFF a fait un gros coup en justement lançant ces séances-là, quoi. Donc il faut justement les animer, les entretenir et on espère l'année prochaine, je vais dire, former une équipe de jeu à 5 et une équipe de jeu à 8. Donc ce serait l'objectif, mais bon. Il y a encore pas mal de pubs à faire aussi, il y a moyen de faire mieux. Belle séance. On refait une fois. Ok.
Ok, on salue. Et puis finalement, pour nous parler de ce super projet, on accueille Xavier Donnet avec nous en plateau. Bonjour Xavier, c'est un plaisir de vous avoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'entraîneur des Red Flames U19 et puis vous êtes aussi à l'initiative de ce projet Foot for Girls et un projet finalement où les chiffres sont vraiment bons. Oui, tout à fait. Le Foot for Girls fait partie du plan stratégique de la CFF pour développer le football féminin et le football des filles en particulier. Et effectivement, les chiffres sont très impressionnants au cours des dernières saisons. Plus de 2000 petites filles ont rejoint ce projet et on constate effectivement un impact sur la participation au sein de nos clubs, puisque aujourd'hui, depuis l'entame de la saison, notre effectif a connu une croissance de plus de 22%. C'est vraiment des chiffres énormes. Ce qui est bien dans cette augmentation, c'est finalement parce qu'on permet d'avoir aux filles un environnement exclusivement féminin, non ? Oui, tout à fait. C'est vraiment notre objectif. On a constaté qu'un des obstacles à la pratique sur le long terme chez les filles et chez les adolescentes notamment, c'était en fait la mixité et le fait de devoir jouer avec des garçons. Et donc, le Foot for Girls a pour but, pour objectif d'augmenter notre effectif total pour pouvoir inscrire et constituer des championnats 100% féminins à l'avenir. On parle de mixité, donc il y a de plus en plus de filles dans les clubs. Ça se passe comment? Comment est-ce que les garçons réagissent finalement? Je pense que c'est une stimulation très saine et tout le monde est désormais convaincu que les filles, que les dames ont quelque chose à apporter au football, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Le public féminin, peut-être les mamans vont s'investir dans l'organisation du club, dans les différentes structures du club, au niveau de la direction des clubs et je pense que chacun est désormais convaincu de la place de la femme dans le football. On l'a bien vu, on en a parlé avec les Red Flames déjà et leur belle victoire. Finalement, 2022, c'est peut-être amener plus de francophones dans les équipes? Oui, certainement. On est convaincu que la participation des Red Flames au prochain championnat d'Europe, au mois de juin, va encore stimuler la croissance de notre effectif et également à la CFF. Depuis quelques années, nous travaillons justement sur nos élites et nous voulons à l'avenir avoir plus de francophones au sein des Red Flames et les chiffres actuels sont très intéressants. Si nous n'avons pas encore de francophones aujourd'hui chez les Red Flames, on constate que chez les Red Flames U15, nous avons plus de 50% de l'effectif qui est francophone, qui joue dans les clubs ACFF. Merci Xavier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire finalement. Allez faire un petit tour sur le site de ACFF avec votre fille et puis peut-être essayer l'activité pendant quelques semaines. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Allez, place maintenant à la séquence Tubiz. Cette semaine, on vous emmène dans un endroit vraiment particulier, un bureau un peu en hauteur, celui du sélectionneur Roberto Martinez. Je vous laisse découvrir ces superbes images. Nous sommes dans le bureau de Roberto Martinez, notre directeur technique et notre entraîneur de Diable Rouge. Un bureau assez grand, mais ça sert aussi beaucoup à faire des réunions, comme salle de réunion. En fait, voilà, ça sera place ici dans le bâtiment. La spécificité, c'est qu'ici, on a une vue sur quasiment tous les terrains occupés par le Diable et d'autres équipes. Comme vous voyez derrière moi, c'est le terrain 1, donc le terrain principal pour s'entraîner. Là, il y a aussi des matchs des équipes jeunes. Donc comme ça, il peut aussi jeter un œil là-dessus quand tu es en train de travailler et que tu n'es pas en tribune. Et vous voyez là les deux nouveaux terrains, il y en a encore deux autres qui vont venir. Là, le Diable et les Red Flames s'entraînent aussi beaucoup. Voilà, donc il a une vue assez magnifique sur tout ce qui est autour du bâtiment. Place à l'actu de la semaine. Alors si la semaine passée on a été un peu confus, il faut savoir que tous les clubs ont bien reçu leur subside et si ce n'est pas le cas comme à Tamines, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une question de jours. Et puis ce samedi, le comité provincial de Liège va remettre des bons d'achat aux clubs sinistrés par les inondations le 14 juillet dernier. Ce sont des bénéfices qui ont été récoltés lors des Solidarités le 23 octobre à Bâtisse. Alors, autre information, après avoir testé 12 000 enfants dans les catégories U10, U11, les centres de perfectionnement répartis en Wallonie et à Bruxelles vont reprendre et recommencer cette opération l'année prochaine. Enfin, des packs de proximité club sont organisés un peu partout à Wallonie et à Bruxelles. Ce sont des réunions qui sont organisées par les coordinateurs sportifs provinciaux. Alors, ces réunions, elles rassemblent des formateurs de jeunes de plusieurs clubs qui ont un même label et elles abordent plein de thèmes, des entraînements différents. Tout au long de cette saison, c'est pas moins quand même de 2500 formateurs qui participent à cette activité.
Vous savez, pour terminer l'émission, on aime bien parler des surnoms des équipes. La semaine passée, c'était les casseroles de Gosselies. On espère d'ailleurs qu'ils n'entraînent pas trop. Cette semaine, c'est les Taureaux de Verlaine. Alors, les Taureaux, c'est une équipe qui date d'il y a 15 ans. D'anciens joueurs de l'équipe première avaient décidé de construire une équipe réserve. Ils ont été champions 3-4 fois d'affilée. Alors ils se sont dit, en fait on est costaud comme des taureaux. Un taureau qu'on peut revoir sur leur maillot, mais aussi sur les feuilles de match de l'équipe, ce qui est assez impressionnant et intéressant. Et puis si vous voulez un peu voir ce taureau, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les installations du club. En tout cas, moi j'en ai fini pour cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube.